avions britanniques filaient au-dessus de la France occupée. En bas, des chars allemands étaient déjà en mouvement, visant à effacer les gains du jour J. La voie ferrée menant à la Normandie devait être détruite. Les éclaireurs Mosquito donnèrent le signal. Un groupe d'Avro Lancaster largua une vague de bombes polyvalentes, mais aucune ne frappa. Il était temps de voir plus grand. L'un des pilotes poussa son Lancaster en avant et largua une charge utile 2 fois plus lourde que tout ce que la RAF avait jamais déchaîné. Mais alors qu'elle tombait, elle atterrit sur un flanc de colline, loin de toute ligne ferroviaire visible. Aucune explosion. Un des commandants demanda par radio si c'était un raté. Puis les arbres commencèrent à bouger. Un rugissement s'éleva du point d'impact et un tremblement de terre secoua toute la région. La nouvelle arme britannique n'avait pas manqué sa cible, elle l'avait trouvée à 60 pieds de profondeur. Des alarmes hurlèrent dans la nuit, perçant le silence alors que des formes sombres commençaient à se dessiner haut au-dessus de la ville. Les civils eurent juste assez de temps pour sauter du lit et regarder par la fenêtre pour voir une meute de bombardiers descendre des nuages noirs. Pendant des années, les bombardiers allemands avaient hanté les cieux anglais, faisant pleuvoir le feu sur les villes et les avant-postes militaires. Mais cette nuit serait différente. Maintenant, c'étaient les Britanniques qui venaient chasser. Les Allemands dans les rues s'agitèrent de panique. Soldats et civils se précipitèrent vers les abris alors que le bourdonnement des moteurs britanniques enflait. La cible se trouvait au plus profond de la ville, une usine, blindée, renforcée, et qui continuait à produire du matériel de guerre. Les bombardiers s'alignèrent pour leur passage, les pilotes serrant les commandes. Sans un coup direct, l'attaque ne servirait à rien. Les portes des soutes s'ouvrirent en béant, libérant une série de bombes polyvalentes. Une par une, elles dégringolèrent. Les fenêtres se brisèrent sous les explosions, mais l'usine resta intacte. Les bombes furent dispersées largement, répandant le chaos, mais incapables d'atteindre leur objectif. Les pilotes firent un cercle, se préparant pour un second passage. Cependant, ils n'étaient plus seuls dans le ciel. Des traînées de tirs traçants montèrent en arc alors qu'une meute de chasseurs de la Luftwaffe s'élevait rapidement pour les affronter. Les Britanniques resserrèrent la formation, tissant à travers la tempête de feu alors qu'ils faisaient demi-tour vers la base. Leur revanche devrait attendre une autre nuit. Après des années de ces campagnes épuisantes, il était devenu clair que même les équipages les mieux entraînés ne pouvaient garantir la précision avec les armes qu'ils avaient. Ils avaient poussé les limites, chargeant des bombes allant jusqu'à 4000 livres, mais contre des cibles durcies, ils restaient sous-puissants. L'Allemagne le savait. Les abris pour sous-marins de Hitler, les viaducs qui alimentaient sa machine de guerre et les bunkers qui abritaient ses armes secrètes, chacun avait été blindé et renforcé, immunisé contre les bombardements conventionnels. Les stratèges militaires britanniques comprirent que pour gagner cette guerre, ils avaient besoin d'une arme différente de tout ce qui avait jamais été construit. Une bombe qui n'explosait pas seulement, mais fracturait la terre même sous sa cible. Une bombe tremblement de terre. Au moment où la Seconde Guerre mondiale éclata, l'inventeur anglais Barnes Wallis commença à esquisser le contour d'une superbombe de 10 tonnes, capable de vaporiser les bastions les plus puissants de Hitler avec une seule frappe. Pour libérer toute sa puissance, ce destructeur géant devrait être largué d'une altitude de 40 000 pieds, lui permettant de rassembler une vitesse immense alors qu'il plongeait vers la Terre, atteignant potentiellement une vélocité supersonique avant l'impact. Cependant, elle n'était pas conçue pour exploser au contact. Au lieu de cela, son nez pointu la conduirait profondément sous terre, s'enfouissant jusqu'à 135 pieds sous la surface. Puis, installée sous la terre comme une charge sismique, elle détonnerait. L'explosion déclencherait un tremblement de terre localisé, assez fort pour enregistrer 3,6 sur l'échelle de Richter, déchirant la terre sous les fortifications ennemies. Les structures dans un rayon de 29 acres seraient déchirées ou sapées, laissant derrière un cratère massif qui avalerait tout autour. C'était un concept prometteur, mais parmi les responsables britanniques, il y avait du scepticisme. Aucun avion de l'inventaire de la Royal Air Force ne pouvait soulever une telle charge. Wallis proposa une solution. Concevoir un bombardier spécialement construit pour transporter sa bombe tremblement de terre.
Il l'appela le Victory Bomber. Il devait arborer 6 moteurs à une époque où la RAF n'avait pas encore déployé même un bombardier à 4 moteurs, lui permettant de grimper à 45 000 pieds et de naviguer à 320 miles par heure, tout en berçant une charge utile allant jusqu'à 22 000 livres dans son ventre. De telles performances avaient un prix. Sa seule protection serait une tourelle à 4 canons montée à l'arrière, un bouclier de dernier recours si des chasseurs ennemis s'approchaient. La précision serait primordiale. Frapper de telle hauteur signifiait développer un viseur de bombardement gyroscopique avancé, capable de guider la bombe avec une extrême précision vers sa cible lointaine, donnant à cette frappe unique sa meilleure chance d'infliger une dévastation maximale. Un modèle de soufflerie en bois du Victory Bomber fut construit, mais c'était aussi loin que le projet irait. En mai 1941, les responsables mirent fin au projet. L'effort de guerre était déjà tendu pour livrer de nouvelles flottes de bombardiers. Consacrer des ressources précieuses à l'expérience de Wallis semblait un risque inacceptable. Pourtant, l'idée refusait de disparaître. La RAF avait peut-être abandonné le Victory Bomber, mais elle avait discrètement développé un autre avion, un qui, peut-être, pourrait être exactement ce dont Barnes Wallis avait besoin pour déchaîner ses superbombes. Après des années de lutte avec des bombardiers sous-motorisés et des pertes croissantes, la Royal Air Force avait développé l'Avro Lancaster, une machine entraînée par 4 moteurs Rolls-Royce Merlin et des ailes plus larges qui lui accordaient une portance et une portée inégalées par tout ce que les pilotes de la RAF avaient piloté auparavant. Et l'immense force du Lancaster n'était pas gaspillée, car les ingénieurs commencèrent rapidement à charger sa soute à bombe de 33 pieds avec les munitions les plus lourdes et les plus puissantes de la nation. Une fois en vol, le Lancaster se mit au travail avec la dernière technologie alliée. Des radars de navigation avancés, des communications reliées au sol et des bombardements guidés par des éclaireurs permettaient à son équipage de se frayer un chemin à travers les cieux remplis de flaques du territoire ennemi sans être détectés. Mais si les chasseurs de nuit de la Luftwaffe allemande venaient chasser, le Lancaster n'était pas une proie facile. Il transportait 4 tourelles de canons défensifs et un fuselage résistant aux frappes, capable d'absorber plusieurs coups. On disait qu'un Lancaster pouvait perdre 2 moteurs et encore rentrer chez lui à travers des centaines de miles hostiles. Au milieu de la guerre, le Lancaster était devenu le leader de la force de bombardement lourd britannique, livrant plus de 600 000 tonnes de bombes à travers le territoire de l'Axe. En mai 1943, une formation de Lancaster du 617e escadron déchaîna les bombes rebondissantes expérimentales de Barnes Wallis. Sautant à la surface des grandes rivières de la Ruhr, ces cylindres d'acier tournoyants bondirent par-dessus les filets anti-torpilles avant de claquer dans les grands barrages qui alimentaient le cœur industriel de l'Allemagne. Les inondations résultantes firent des ravages sur l'infrastructure et le moral ennemi. Après ce succès, les commandants de la RAF envisagèrent l'étape suivante: déchaîner la superbombe ultime de Wallis. Cependant, alors que Wallis et ses ingénieurs étudiaient les capacités du Lancaster, ils réalisèrent rapidement que même ce puissant bombardier n'était toujours pas assez fort pour une bombe tremblement de terre. La première superbombe que Barnes Wallis conçut était connue sous le nom de Tallboy. On pensait qu'elle pouvait percer 16 pieds de béton armé, creuser des cratères jusqu'à 100 pieds de large et 80 pieds de profondeur, brisant les fondations de structures entières. Pour alimenter une telle destruction, Wallis abandonna le TNT traditionnel et remplit plutôt le Tallboy de Torpex, un explosif avancé 50% plus puissant. Remplir l'arme n'était pas facile. Le Torpex devait être soigneusement fondu, versé couche par couche et scellé sous un dernier pouce de TNT et de cire. Le processus était complexe, laborieux et coûteux, si bien que la RAF ne pouvait se permettre d'en produire qu'un nombre limité. Et il y avait encore un obstacle. La bombe finie mesurait 21 pieds de long, près de 3 pieds de diamètre, et pesait 12 000 livres, beaucoup trop lourd pour tout bombardier Lancaster standard. Pourtant, la RAF n'allait pas abandonner le projet à nouveau. Les ingénieurs de la RAF commencèrent à modifier le Lancaster, enlevant tout ce qui n'était pas essentiel pour alléger la charge. Le blindage et les canons défensifs furent retirés, laissant les équipages dangereusement exposés. S'ils étaient interceptés par des chasseurs de la Luftwaffe, il y aurait peu pour les sauver.
et le risque était très réel. Même après modification, le Lancaster ne pouvait espérer atteindre l'altitude de largage de 45 000 pieds dont Wallis avait rêvé. Le mieux qu'il pouvait gérer était environ 18 000 pieds, bien à portée des chasseurs à réaction mortelle Messerschmitt Me-262 de la Luftwaffe, dont la vitesse et la puissance de feu en faisaient un cauchemar à éviter. La précision devint tout. Pour que le Tallboy réussisse, les pilotes devaient voler uniquement dans des conditions parfaites, avec une température, une vitesse du vent et une visibilité idéale. Si le temps se retournait contre eux en plein vol, il leur était interdit de larguer la bombe sur un territoire ennemi ou ami. Au lieu de cela, les équipages étaient forcés de faire un détour, atterrissant souvent sur des pistes d'urgence, avec le Tallboy toujours actif dans leur soute à bombe, espérant qu'il ne détonnerait pas à l'impact. Les chances étaient longues, le danger était énorme, mais pour la première fois, la RAF avait une arme qui pouvait fissurer des cibles autrefois considérées comme invulnérables. Le moment de tester le Tallboy arriva finalement en juin 1944. Les renseignements alliés rapportèrent que les Allemands mobilisaient une division Panzer à travers la région de la Loire en France, utilisant une artère ferroviaire vitale qui serpentait à travers les collines, disparaissant dans un tunnel près d'un lit de rivière. Si ces chars atteignaient le front, ils pourraient écraser la fragile tête de pont alliée en Normandie. Il n'y avait pas de temps pour avoir des doutes. Alors que l'obscurité tombait le 8 juin, le 617e escadron entra en action. Sur l'aérodrome, les équipes au sol fourmillaient autour des Lancaster en attente, luttant avec les Tallboys alors que chacun était soigneusement hissé et verrouillé en place sous les soutes à bombes ouvertes. Mais les Allemands étaient déjà en mouvement, et le temps filait. Avant que tous les avions ne puissent être entièrement armés, l'ordre vint de décoller immédiatement. 3 Lancaster furent laissés sur le tarmac. Le reste, une force de frappe de 25 avions, se lança dans la nuit. 19 armés de Tallboys, 6 avec des bombes polyvalentes. Des heures plus tard, haut au-dessus de la Loire, un groupe de 2 Havilland Mosquito de la force éclaireur du 83e escadron, volant avec les bombardiers pour les aider à trouver leur cible, donna le signal, lançant une série de fusées éclairantes dans le ciel nocturne. Un par un, les Lancaster s'alignèrent et larguèrent leurs charges utiles. D'en haut, les pilotes regardèrent alors que des flots d'acier tombaient dans l'abîme. Les Tallboys tournèrent gracieusement sur leur axe, leurs ailettes de queue évasées, assurant la stabilité pour une pénétration maximale. Les bombes s'écrasèrent contre le sol, et après quelques secondes de silence, la Terre entra en éruption. Une série d'explosions se répandit à travers la zone. Un Tallboy, parfaitement aligné, s'écrasa sur le flanc de la colline, perçant les couches de roches et de sol avant d'émerger à l'intérieur du tunnel même sur lequel les Allemands comptaient. Il détonna à 60 pieds de profondeur en dessous, oblitérant la ligne de chemin de fer. Le tunnel était bloqué. Maintenant, la division Panzer ne traverserait jamais. Les Lancaster firent demi-tour et rentrèrent à la base sans une seule perte. Avant longtemps, les Tallboys commencèrent à pleuvoir sur les dépôts de stockage, les bunkers durcis et les sites fortifiés où l'Allemagne développait ses bombes volantes et ses fusées. Dans une telle mission, un pilote du 617e escadron largua son Tallboy avec tant de précision qu'il s'écrasa au sol à seulement 50 yards de sa cible, un site de lancement de V2. Lorsque la bombe détonna, toute l'installation fut déchirée. Le Tallboy devint également une arme formidable contre les abris pour sous-marins de Hitler. Les Tallboys percèrent les toits épais avec facilité, leurs explosions déchirant les abris et forçant les bateaux à fuir en panique dans les eaux exposées, où les avions alliés étaient prêts à les chasser. Mais peut-être que le plus grand triomphe du Tallboy vint pendant la chasse alliée pour l'une des armes les plus redoutées de la Kriegsmarine, le cuirassé Tirpitz. L'un des 2 seuls cuirassés de classe Bismarck construits et le navire de guerre le plus lourd jamais construit par une marine européenne, le Tirpitz était une forteresse flottante qui planait comme une menace constante pour les convois alliés et les forces soviétiques. Bien qu'elle ait été blessée lors d'attaques antérieures par des sous-marins de poche britanniques, aucune force alliée n'avait réussi à l'achever. En septembre 1944, les Lancaster du 617e escadron prirent les airs. Alors qu'ils atteignaient le fjord où le Tirpitz était caché,
les équipages anti-aériens allemands se précipitèrent pour rattraper leurs canons, mais ils étaient trop tard. Les équipages de Lancaster commencèrent leur passage d'attaque. Les Tallboys commencèrent à dégringoler, et bien qu'aucune des bombes ne frappât directement la coque, plusieurs détonèrent dans les eaux juste au large de la proue tribord du Tirpitz. La force de commotion poussa 2000 tonnes d'eau de mer dans ses compartiments, paralysant sa manœuvrabilité. Des explosions supplémentaires tordirent sa coque, projetèrent les marins sur les ponts et laissèrent le puissant navire se vautrer impuissant. Le raid rendit le Tirpitz inapte à naviguer. Pendant des semaines, les bombardiers Lancaster retournèrent en Norvège, chaque fois transportant plus de Tallboys. Les Allemands luttèrent pour maintenir leur navire amiral en vie, mais c'était une bataille perdue. Le matin du 12 novembre 1944, le coup final vint. Avec l'aube arctique se levant sur le fjord, les bombardiers Lancaster bravèrent à nouveau le flak et rugirent au-dessus. Cette fois, 2 Tallboys frappèrent à la maison. Le premier fit exploser son pont au milieu du navire, inondant des compartiments vitaux. Le second déchira près de ses tourelles. L'explosion fit chavirer le Tirpitz en quelques minutes. Alors que le grand cuirassé se retournait, les marins sautèrent dans l'eau glacée, tandis que ceux piégés en dessous luttaient en vain pour s'échapper. Bientôt, une explosion secondaire massive scella le sort du navire. Après ces nombreuses victoires, il fut décidé que le Tallboy était prêt à aller un pas plus loin, évoluant en un nouveau géant initialement connu sous le nom de Tallboy large, bien qu'il gagnerait bientôt un nom plus approprié, le Grand Slam. Pesant un poids sans précédent de 22 000 livres, le Grand Slam doublerait presque la masse de son prédécesseur, s'étirant à près de 26 pieds de longueur, tout en gardant la même silhouette que le Tallboy. Ce serait la plus grande bombe que la Grande-Bretagne ait jamais conçue, et pour la mettre dans le ciel, le Lancaster devrait être modifié une fois de plus. Le Lancaster B1 spécial économisa du poids en le dépouillant de la plupart de ses canons défensifs et de son blindage. Les portes de la soute à bombe furent entièrement retirées, car le Grand Slam était trop grand pour rentrer à l'intérieur. Maintenant, il devrait pendre à moitié exposé sous le fuselage, sécurisé par un mécanisme de largage renforcé. Étant donné que les pilotes étaient toujours sous ordre strict de ramener la bombe à la base en cas d'annulation de leur mission, les ingénieurs durent renforcer le train d'atterrissage du Lancaster, lui donnant la force d'absorber le poids écrasant d'un atterrissage entièrement chargé. Des mois passèrent avant que ces nouveaux Lancaster Grand Slam ne soient prêts pour le décollage. Lorsqu'ils arrivèrent finalement au 617e escadron en mars 1945, chaque homme était impatient de voir si ce plan insensé fonctionnerait réellement. Ce test incomba à Johnny Fauquier, l'officier commandant de l'escadron. Avec un Grand Slam chargé sous son Lancaster, Fauquier n'attendit pas l'autorisation officielle du commandement des bombardiers, il ordonna simplement que l'aérodrome soit dégagé et roula sur la piste. Alors que Fauquier poussait les gaz en avant, il réalisa rapidement à quel point la bombe était vraiment lourde. Il se souvint plus tard qu'à un moment donné, il ne pensait pas qu'ils y arriveraient. Habituellement, il décollait avec une charge complète à environ 110 miles par heure, et il était à 145. Les bouts d'ailes de l'avion commencèrent à se courber vers le haut, et il se demandait si les ailes allaient se détacher ou ce qui allait se passer. Mais Fauquier ne recula pas. Il continua à pousser les manettes plus fort. Le Lancaster fila sur la piste, luttant sous la charge, jusqu'à ce que finalement, il se dégage de la piste et commence sa lente montée dans les airs. Pendant 20 minutes, Fauquier maintint l'avion en vol, testant sa maniabilité, sentant chaque vibration et frisson, s'assurant que le Lancaster ne le trahirait pas et ne se briserait pas en plein vol. Lorsqu'il réussit finalement à ramener le bombardier sur la piste en un seul morceau, il rapporta immédiatement au commandement des bombardiers, confirmant que voler à bord des nouveaux Lancaster avec le Grand Slam était tout à fait sûr. Les Britanniques trouvèrent la cible parfaite pour l'attaque inaugurale du Grand Slam, le viaduc de Bielefeld. Un composant clé du réseau ferroviaire de l'Allemagne, le viaduc avait longtemps défié les efforts alliés pour le faire tomber.
Plus de 54 raids de bombardement et plus de 3500 tonnes d'explosifs avaient martelé la région, mais la structure restait debout et solide. Même les pires dégâts jamais infligés avaient été réparés en 24 heures. Avant que la mission ne puisse être approuvée, cependant, un dernier test fut ordonné. Un largage en direct sur un champ de tir britannique pour s'assurer que l'arme fonctionnerait comme promis. Du sol, les responsables regardèrent en silence alors qu'un Lancaster B-1 Special modifié entrait en vue, le grand slam dépassant visiblement de sa soute à bonde exposée. Alors que l'avion passait au-dessus, le mécanisme de largage s'ouvrit. La charge utile dégringola du ciel, sifflant alors qu'elle tombait, puis disparaissant dans la terre. Quelques instants plus tard, le sol entra en éruption. L'explosion projeta des débris à des centaines de pieds dans les airs, laissant derrière un cratère de 124 pieds de large et 34 pieds de profondeur. Les observateurs s'approchèrent prudemment, marchant sur le sol brûlé. Un témoin stupéfait décrivit plus tard les conséquences. Il y avait des explosions mineures, comme un volcan qui se déclenche, provenant des gaz qui remontaient encore. Il n'y avait maintenant aucun doute que si le grand slam frappait le viaduc, rien ne resterait debout. L'ordre fut donné. 2 grands slams furent soigneusement chargés dans les soutes à bonde de Johnny Fauquier et de son commandant de vol, Charles Calder. Des grues et des chariots grincèrent sous le poids alors qu'ils hissaient les bombes en place. Les équipes au sol travaillèrent aussi vite qu'elles pouvaient, verrouillant les bombes avec de lourds serre-joints en acier et vérifiant 3 fois chaque mécanisme. Avec les moteurs hurlants, les bombardiers roulèrent vers la piste. Prêts à traverser la Manche et à livrer la frappe aérienne la plus dévastatrice que Hitler ait jamais vue. Peu avant le décollage, Johnny Fauquier sut que quelque chose n'allait pas. Son avion semblait léthargique. L'instinct se déclencha. Il refit les vérifications. Puis vint la confirmation. L'un des 4 puissants moteurs Rolls-Royce Merlin tombait en panne. Le Lancaster était célèbre pour sa résilience, capable de rentrer en boitant avec seulement 2 moteurs si nécessaire. Mais ce n'était pas n'importe quelle mission, et ce n'était pas n'importe quelle charge utile. Fauquier se jeta hors du cockpit, sauta sur le tarmac et sprinta à travers l'aérodrome vers le Lancaster de Charles Calder, faisant des signes frénétiquement. Il cria, essayant de signaler à Calder, désespéré de revendiquer l'honneur de diriger la première mission Grand Slam au-dessus de l'Allemagne. Mais les moteurs de Calder hurlaient déjà. Le bombardier massif tonna en avant, se souleva du sol et disparut dans le ciel alors qu'il transportait la plus grosse bombe que les Alliés avaient construite jusqu'à ce moment. 14 autres Lancaster suivirent, mais tous étaient armés de Tall Boys. Maintenant, Calder transportait le seul grand slam de la mission. L'échec n'était pas une option. Après quelques heures dans les airs, l'escadron repéra leur cible. L'avion de Calder volait à un peu moins de 12 000 pieds. C'était en dessous de l'altitude idéale pour le grand slam, mais il faudrait faire avec. Calder arma le largage. Le grand slam dégringola. Autour de lui, d'autres bombardiers larguèrent leurs Tall Boys. Le grand slam frappa à seulement 260 pieds du viaduc et s'enfouit profondément dans le sol. 11 secondes plus tard, il détonna. D'en haut, il était impossible de dire où les Tall Boys avaient frappé et où le grand slam avait touché. Mais lorsque la fumée se dissipa, les rapports confirmèrent qu'une travée de 260 pieds du viaduc avait été anéantie près de la section où le grand slam avait atterri. La cible indestructible avait finalement été brisée. La nouvelle du succès voyagea rapidement. Le maréchal de l'air Arthur Harris, chef du commandement des bombardiers de la RAF, envoya une note au 617e escadron peu après. « Vous avez certainement fait un vrai gâchis cette fois. Continuez l'entraînement. Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre ces nouveaux petits animaux au mauvais endroit. » Dans les semaines qui suivirent les débuts du Grand Slam, la RAF déchaîna une vague de raids aériens de précision. Avec leurs nouvelles armes, les escadrons Lancaster purent déchirer les dernières lignes de défense de l'Allemagne, presque sans contestation. Les résultats furent si efficaces que les planificateurs militaires américains en prirent note. Des commandes furent passées pour 100 Grand Slam et 500 Tall Boys à expédier vers le Pacifique,
où il serait monté sous des B-29 Super Fortress spécialement modifiés pour briser les derniers bastions de l'Empire et briser sa volonté de résister. Cependant, le règne du Grand Slam serait bref. L'Allemagne capitula le 7 mai et quelques mois plus tard, les bombes atomiques mirent le Japon à genoux. Les grands slams destinés au Pacifique ne seraient jamais largués. Au total, seulement 41 grands slams furent déployés pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, une poignée de ces bombes mythiques restent vivantes, enterrées sous d'anciens champs de bataille n'ayant pas réussi à détonner à l'impact. En 2020, 750 résidents furent évacués de la paisible ville portuaire polonaise de Świnoujście après qu'un tallboy fut repéré endormi sous les profondeurs troubles d'un canal de la mer Baltique. Les plongeurs et les équipes au sol se préparèrent à le désamorcer, sachant que les chances de succès n'étaient pas meilleures qu'un pile ou face. L'équipe trouva le géant reposant avec son long nez d'acier qui dépassait. Ils se mirent immédiatement au travail avant qu'il n'ait une chance de se réveiller. Mais ce fut inutile. Sans avertissement, il rugit à la vie. Une colonne massive d'eau de mer jaillit dans le ciel, et pendant un bref instant, le sol lui-même trembla, libérant la même puissance qui avait terrorisé Hitler lui-même tant de décennies auparavant. Si cette histoire vous a captivé, laissez un like, commentez ce que vous pensez de ces armes qui créaient des tremblements de terre, et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires fascinantes de technologie militaire.